Imaginez-vous devant un public, ou même quelque chose de plus simple, un groupe d'amis, des collègues, une salle de classe, une rencontre inattendue où, soudain, tous les regards se tournent vers vous. Votre cœur s'emballe comme poursuivi, votre souffle s'arrête, votre gorge se serre. Vous avez quelque chose à dire, vous sentez qu'en vous réside une vérité, une idée, une phrase qui pourrait changer l'atmosphère qui vous entoure. Mais au moment de parler, tout s'éteint. Votre voix ne sort pas, ou lorsqu'elle sort, elle trébuche, s'en mêle, devenant un reflet déformé de ce que vous vouliez vraiment dire. Et l'instant d'après, votre esprit devient votre pire ennemi, se souvenant en détail de chaque mot tordu, de chaque pause gênante, de chaque silence qui ressemblait à un désert éternel. Avez-vous déjà vécu cela? La sensation d'avoir quelque chose de vivant et de palpitant en vous, mais en même temps paralysé comme devant un tribunal invisible? Carl Jung disait qu'à cet instant, vous n'êtes pas seulement devant ceux qui vous écoutent, vous êtes devant votre propre ombre. L'ombre n'est pas seulement un ensemble de défauts ou de honte, comme beaucoup le croient simplistement. L'ombre, selon Jung, est tout le contenu psychique que nous ne pouvons accepter en nous. Elle comprend les peurs, les insécurités, les désirs refoulés, mais aussi les talents cachés, les forces latentes, les potentialités méconnues. Tout ce qui ne s'intègre pas à la conscience s'enfonce dans ce royaume obscur, et au moment où on s'y attend le moins, il revient. Et il revient précisément au moment critique, lorsque nous avons le plus besoin de clarté et de fermeté. C'est comme si l'ombre, sentant que vous vous apprêtez à vous exposer, érigeait un mur et disait « Arrêtez. Ne révélez rien. Ne prenez pas de risques. Taisez-vous ». Ainsi, la peur de parler n'est pas une simple nervosité passagère. C'est la voix de l'ombre qui tente de vous protéger d'un danger qui, dans le lointain passé de l'humanité, a bel et bien existé. À l'époque des cavernes, être rejeté par la tribu signifiait la mort. Si l'on était considéré comme étrange, inadéquat ou incapable de s'exprimer, le risque était l'isolement, et l'isolement, dans ce contexte, était synonyme de mort. Cette peur, qui servait autrefois à la survie, reste gravée dans notre inconscient collectif. Jung qualifiait l'inconscient collectif de couche profonde de l'esprit, où vivent les archétypes, images primordiales, schémas de comportement, symboles universels qui traversent les générations. La peur de parler n'est donc pas seulement personnelle. Elle est aussi ancestrale. Lorsque votre gorge se serre et que votre esprit se fige, vous ressentez non seulement votre propre anxiété, mais aussi celle d'innombrables voix humaines qui, au fil des siècles, ont affronté le jugement de la communauté. Mais cela signifie-t-il que nous sommes condamnés au silence éternel? Sommes-nous destinés à être prisonniers de cette mémoire archétypale? Jung croyait le contraire. Il disait que l'être humain ne devient entier que lorsqu'il affronte l'ombre de front et l'intègre. Ce processus, appelé individuation, est une plongée au plus profond de notre être, le plus douloureux et le plus caché. Il ne s'agit pas d'éliminer l'ombre, mais de la reconnaître et d'en faire une alliée. Lorsque vous sentez votre voix faiblir, votre corps trembler, votre esprit se remplir de doutes, vous avez l'occasion de vous regarder dans un miroir secret. Ce miroir vous montre ce que vous devez travailler, accepter et accueillir en vous. La question n'est pas « comment éliminer cette peur ?», mais « qu'est-ce que cette peur veut m'apprendre ?» La psychologie analytique considère l'acte de parler en public comme un symbole puissant. Ce n'est pas seulement un geste social, mais un rituel archétypal. Prendre la parole devant autrui, c'est revivre la scène ancestrale du leader qui guide, du chaman qui transmet des visions, du conteur qui entretient la flamme de la communauté. La parole est sacrée car elle crée la réalité. Dans les mythes de la création, c'est par les mots que le monde prend forme. Et si les mots ont ce pouvoir constructif, il n'est pas étonnant qu'ils suscitent aussi tant de peur. L'inconscient le sait, parler, c'est révéler qui l'on est. On expose ses faiblesses, mais aussi son essence. Et le risque d'être vu dans son essence est terrifiant. C'est peut-être pourquoi, à tant de moments de la vie, nous préférons garder le silence. Mais le silence ne résout rien. Le silence forcé devient symptôme, angoisse, vide. Jung nous avertissait que le combat contre l'ombre ne se gagne jamais par la force. Plus on essaie de réprimer son insécurité, plus elle revient avec violence. C'est comme essayer de pousser une balle au fond de l'océan, dès qu'on la lâche, elle explose à la surface. La seule issue est de reconnaître cette part de soi comme légitime. Reconnaissez que la peur n'est pas un signe de faiblesse, mais un appel à une connaissance plus profonde de soi. Lorsque votre voix faiblit, ce n'est pas vous qui échouez, c'est votre psyché qui tente de se protéger de quelque chose qu'elle ne comprend pas encore. Le défi est d'apprendre à dialoguer avec cette part, et non à la combattre. Demandez-vous, pourquoi me sens-je en danger lorsque tout le monde me regarde? Quelles vieilles histoires ressurgissent en moi? Quel est ce récit invisible qui me dit, tu ne peux pas, tu feras des erreurs, tu n'es pas assez bon? Ces voix intérieures, souvent héritées d'expériences passées,
de critiques de l'enfance et d'humiliation enfouies, deviennent des échos qui résonnent chaque fois que vous tentez de vous exposer. Mais c'est précisément à ce stade que Jung offre une clé. L'inconscient n'est pas seulement une menace, mais aussi une source de renouveau. Si c'est là que se cachent vos peurs, c'est aussi là que se cachent vos forces inexplorées. Il y a un archétype en vous qui ne cherche pas seulement à se cacher. Il veut parler. Il veut guider. Il veut s'exprimer. C'est l'archétype du héros, qui affronte les ténèbres et revient avec quelque chose de nouveau. C'est l'archétype du sage, qui trouve les mots pour éclairer le chemin. C'est l'archétype du guérisseur, qui par la parole touche les blessures des autres. Tous ces archétypes sommeillent en vous. Mais pour les réveiller, vous devez traverser la sombre forêt de l'ombre. Cette forêt commence précisément au moment où votre voix s'éteint. Chaque fois que vous ressentez de la honte, chaque fois que vous gardez le silence par peur de commettre une erreur, vous êtes aux portes de la forêt. Et la question est, reculerez-vous ou entrerez-vous? La transformation commence dès l'instant où l'on reconnaît que le blocage n'est pas un signe d'incapacité, mais d'humanité. Que la honte n'est pas un défaut, mais un héritage ancestral. Que l'ombre n'est pas un ennemi, mais un maître. Cette reconnaissance ouvre une nouvelle vision, votre voix n'est pas perdue, seulement emprisonnée. Et ce qui a été emprisonné peut être libéré. Jung nous rappelle que chaque symptôme est aussi un symbole. Le silence qui fait mal n'est pas seulement l'absence de son, c'est un appel à plonger en soi. Et en plongeant, on ne rencontre pas seulement la peur. On se trouve soi-même. Mais pourquoi ce processus est-il si douloureux? Parce que parler, c'est se mettre à nu. C'est se débarrasser des couches de défense que nous avons construites toute une vie. C'est exposer notre vulnérabilité aux autres. Et la vulnérabilité, dans l'imaginaire collectif, a toujours été synonyme de risque. Se montrer peut attirer l'amour, mais aussi le rejet. L'esprit, voulant éviter le rejet, crée des mécanismes de protection, le cœur s'emballe, la gorge se serre, les mots se dissolvent. Ce sont des signes que le psychisme est en état d'alerte maximale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette alerte ne reflète pas la réalité actuelle. Aucune tribu n'est sur le point de vous expulser. Aucun ennemi n'attend votre erreur pour vous détruire. Il n'y a que votre esprit qui réagit aux fantômes du passé. Jung disait que le plus grand danger pour la psyché est de confondre symbole et réalité. La peur de la parole est un symbole, et comme tout symbole, elle peut être interprétée et réinterprétée. Apprendre à considérer son anxiété comme un signe symbolique, et non comme une phrase, ouvre la possibilité d'une transformation. On cesse d'être l'otage d'une panique silencieuse et on en devient l'interprète. Et à cet instant, on fait le premier pas vers l'intégration de l'ombre. Car intégrer ne signifie pas effacer. Cela signifie accueillir, écouter et lui donner un sens nouveau. Et si l'ombre tente de vous faire taire, c'est peut-être parce qu'elle craint le pouvoir qu'elle véhicule. Avez-vous déjà réfléchi à cela? Et si ce que vous aviez à dire n'était pas une simple opinion, mais quelque chose capable de vous transformer, vous et les autres? L'inconscient connaît le pouvoir des mots. Il craint qu'en parlant, vous ne brisiez les schémas, ne remettiez en question les récits, ne remettiez en question les hiérarchies. Alors, il dresse des obstacles. Mais Jung nous encourage à les surmonter. Car ce n'est qu'en affrontant ce que nous craignons le plus que nous découvrons qui nous sommes vraiment. Et voici le hic, vous n'êtes pas naturellement timide. Vous n'êtes pas incapable de communiquer. Ce qui se passe, c'est que votre psyché est confrontée à un conflit archétypique entre l'ombre et le soi, entre le masque de la peur et le cœur de l'authenticité qui exige d'y pénétrer. Chaque fois que vous êtes bloqué, ce conflit se manifeste. Et chaque fois que vous choisissez, même en tremblant, de faire un pas en avant, vous renforcez la voix du soi. C'est un processus lent, mais chaque tentative est une victoire symbolique. Chaque mot prononcé est une conquête contre des siècles de silence hérité. La peur de parler n'est donc pas un ennemi. C'est un portail. Un portail qui, franchi, peut vous conduire à une connaissance de soi plus profonde. Il peut révéler des talents cachés, réveiller un courage qui semblait inexistant, ouvrir des portes vers de véritables connexions. Mais pour cela, il faut accepter l'invitation de la psyché et traverser la forêt de l'ombre. Car au final, ce qui est en jeu n'est pas seulement la capacité de parler en public. C'est la capacité d'être entier face au monde. Et c'est ici que je laisse une question résonner en vous, comme un appel silencieux qui prépare le terrain pour l'étape suivante. Si votre voix a été piégée, si votre parole est réduite au silence avant de naître, qu'est-ce qui, exactement, en vous, craint encore d'être révélé au regard des autres? Imaginez un instant que vous êtes assis devant un groupe, peut-être à une réunion de travail, à un dîner de famille, ou lors d'une rencontre inattendue où l'occasion de prendre la parole se présente. Vous avez préparé mentalement ce que vous alliez dire, organisé vos phrases, et même imaginé l'impact que vos mots pourraient avoir. Mais le moment venu, votre voix ne sort pas comme prévu. Elle est plus faible, plus précipitée, ou tout simplement muette.
Et à la clarté succède un silence gêné. Puis, une fois le moment passé, votre esprit crée le théâtre parfait, vous vous voyez dire exactement ce que vous vouliez, imaginez les réactions positives des autres, ressentez la confiance que vous auriez aimé ressentir. Mais la réalité est laissée derrière vous, marquée par un sentiment d'échec. C'est comme s'il y avait deux versions de vous, une silencieuse, qui existe devant les autres, et une forte et expressive, qui n'apparaît que lorsque personne ne vous écoute. Carl Jung dirait que ce contraste n'est pas une coïncidence. C'est le reflet d'un processus interne non résolu, le conflit entre la persona que nous affichons et le soi qui exige notre accès. Et le chemin entre ces deux forces est ce qu'il a appelé l'individuation. S'individualiser, c'est devenir qui l'on est vraiment. Non pas ce que les autres attendent, ni ce que nous avons appris à représenter pour être acceptés, mais ce qui vibre comme une vérité essentielle. Mais ce chemin n'est jamais linéaire. Il est fait de confrontation avec ce que nous évitons de voir en nous-mêmes, et la difficulté de parler en public, de nous exposer, en fait partie. Car parler devant les autres, c'est plus que transmettre des informations, c'est révéler une part intime de soi, c'est risquer d'être vu non seulement pour ce que l'on dit, mais pour qui l'on est. C'est permettre au monde de percevoir nos insécurités, nos tremblements, nos pauses, et en même temps, de percevoir notre force, notre originalité et notre authenticité. C'est un rituel de révélation. Et comme tout véritable rituel, il implique peur, transformation et abandon. Peut-être avez-vous déjà vécu une scène apparemment banale, mais chargée de symbolisme. Un petit enfant lève la main à l'école pour répondre à une question simple. Il connaît la réponse, mais quand tout le monde le regarde, il rougit, s'étouffe et baisse la main. À cet instant, ce n'est pas seulement une réponse qui se perd. C'est une petite blessure qui s'ouvre. L'esprit l'enregistre, parler devant les autres est dangereux. Chaque épisode de ce genre, tout au long de la vie, renforce l'archétype du silence. Et sans nous en rendre compte, nous grandissons en croyant que notre voix est trop fragile pour être exposée. Mais attention, ce qui nous semble n'être qu'un détail de l'enfance, Jung y verrait un symbole. Cet enfant silencieux est l'ombre en action, mais c'est aussi l'appel au début de l'individuation. Car l'individuation commence toujours là où nous ressentons de la douleur. Le silence forcé de l'enfance peut être le lieu où, plus tard, s'ouvre la porte d'une véritable transformation. C'est pourquoi la première étape pour libérer la parole n'est pas la technique elle-même, mais le changement de notre rapport à nos propres erreurs. Jung nous a rappelé que l'inconscient n'est pas transformé par le déni, mais par l'acceptation. Et parler à voix haute, même seul, est une forme d'acceptation. Lire un paragraphe à voix haute sans être écouté peut sembler un geste anodin, presque ridicule. Mais cet acte est profondément symbolique. C'est comme dire à son inconscient, j'accepte de m'entendre, j'accepte d'exister dans le son, j'accepte ma propre présence. Lire à voix haute ne se limite pas à entraîner sa voix. On entraîne son psychisme à comprendre qu'il n'y a aucune menace à s'exprimer. On transforme la parole, d'un domaine de risque, en un domaine d'habitude. Et le psychisme, habitué à associer la parole au danger, commence à se reprogrammer. Certains pensent qu'ils ne s'amélioreront que sous la pression, devant un large public, dans des situations extrêmes. Mais le psychisme n'apprend pas sous la menace. Il apprend dans un espace protégé. Il est comme une plante fragile qui a besoin de germer à l'abri de la terre avant d'être exposée au soleil et au vent. L'habitude de lire à voix haute quotidiennement, pendant quelques minutes, c'est comme arroser cette plante. Au début, cela peut paraître étrange, artificiel, mécanique. Mais peu à peu, la voix devient familière. On commence à remarquer des pauses, des tics et des habitudes. Et, surtout, on commence à réaliser qu'on peut s'écouter sans se juger. C'est l'embryon de l'individuation, s'écouter sans fuir. Mais ce processus ne se limite pas à un exercice technique. Il prend de l'ampleur lorsque nous reconnaissons qu'à chaque mot prononcé, nous affrontons des siècles de silence hérité. Songez à toutes les générations qui sont restées silencieuses par peur, par répression ou par sentiment d'infériorité. Ce silence collectif vit en nous comme une mémoire archétypale. Chaque fois que vous lisez un paragraphe à voix haute, chaque fois que vous osez dire quelque chose, même seul, vous ne faites pas que vous entraîner. Vous brisez des chaînes invisibles. Vous dites à l'inconscient collectif, je choisis de briser le cycle du silence. Et ce choix a une portée symbolique qui dépasse largement l'imaginable. Il y a un autre point, quand on apprend à se parler à voix haute, on découvre un détail que la plupart des gens ne remarquent pas. La voix n'est pas seulement un son. C'est un corps. C'est un souffle. C'est un rythme. Jung disait que l'inconscient parle en images, mais aussi en mouvement et en sensation. Lorsque vous parlez penché, les yeux rivés au sol, les mains jointes, votre corps envoie des signaux à votre cerveau indiquant que vous êtes en danger.
Mais lorsque vous soulevez la poitrine, soutenez votre regard et respirez profondément avant de prononcer vos premiers mots, vous envoyez le signal inverse, que vous êtes en sécurité, que le territoire est sous contrôle. Le corps, en ce sens, n'est pas un ennemi. C'est un allié. Et en apprenant à l'utiliser comme support, vous changez non seulement votre discours, mais tout votre état psychique. Cela peut paraître exagéré, mais essayez. Levez-vous, lisez quelque chose à voix haute, respirez profondément, marquez une pause avant la première phrase. L'effet est immédiat. Non seulement dans la clarté de votre voix, mais aussi dans le sentiment de présence. Ce simple geste est, en réalité, un petit rite initiatique. Car c'est dans le corps que se manifeste la transformation intérieure. Le soi ne se révèle pas seulement dans des pensées abstraites. Il s'incarne dans votre souffle, votre posture, vos gestes. Et lorsque votre voix résonne, portée par votre corps, elle porte non seulement le son, mais aussi l'âme. Mais pourquoi insister autant sur ces petits pas? Parce que l'inconscient ne comprend pas l'empressement de l'ego. L'ego veut des résultats immédiats. Il veut bien parler maintenant, il veut impressionner immédiatement. L'inconscient, lui, fonctionne par cycle. Il a besoin de répétition, de rythme, de patience. Il est comme une pierre qui, touchée chaque jour par l'eau, finit par céder. Petit à petit, la parole cesse d'être un effort et devient une partie naturelle de l'être. Chaque jour, la peur perd de sa force. À chaque répétition, la voix s'amplifie. Et ce processus ne fait pas que s'améliorer l'éloquence, la psyché s'intègre. Jung nous rappelle que chaque transformation individuelle touche l'inconscient collectif. En apprenant à libérer sa parole, ce n'est pas seulement soi qui change. On devient le canal de quelque chose de plus grand. Votre voix n'est pas seulement la vôtre. C'est aussi celle de tous ceux qui n'ont jamais pu parler. Chaque fois que vous brisez le silence, vous honorez ceux qui ont été réduits au silence. Et cela confère à l'acte de parler une dimension spirituelle. Ce n'est pas seulement une expression personnelle. C'est un service, une offrande, une réparation symbolique. Cependant, il est important de comprendre que ce chemin n'est pas rectiligne. Il comporte des tournants inattendus. Souvent, lorsqu'on commence à se dévoiler, la peur revient avec plus de force. On dirait que l'ombre réagit, essayant de réaffirmer sa domination. On peut avoir l'impression que plus on essaie de parler, plus on se fige. Mais c'est le signe que l'on est sur la bonne voie. Car l'ombre résiste toujours lorsqu'elle est sur le point d'être intégrée. Et c'est là qu'il faut persévérer. Persévérer même lorsque votre voix tremble. Persévérer même lorsque les mots semblent manquer. Persévérer, car chaque échec est aussi une victoire, la preuve que vous avez osé affronter votre peur au lieu de fuir. Ce processus recèle encore un mystère incontournable. Souvent, lorsqu'on trouve enfin le courage de s'exprimer, non seulement la peur s'atténue, mais un événement inattendu se produit. On découvre qu'en s'exposant, les autres le font aussi. Votre vulnérabilité suscite leur vulnérabilité. Votre courage crée un espace pour que les autres s'expriment. C'est comme si votre voix avait le pouvoir de réveiller les voix endormies autour de vous. Cet effet n'est pas rationnel. Il est archétypique. La psyché collective reconnaît quand quelqu'un brise un schéma et réagit. Le silence de beaucoup peut être brisé par la voix d'un seul. Prenons l'exemple d'une réunion où chacun hésite à donner son avis. L'atmosphère devient tendue et pesante, jusqu'à ce que quelqu'un, même d'une voix tremblante, dise quelque chose de simple mais honnête. Soudain, l'ambiance change. D'autres sont encouragés à s'exprimer. Ce qui semblait être un espace oppressant devient un espace d'échange. Cette transformation, en apparence minime, est profonde. C'est l'inconscient collectif qui se réorganise grâce au courage individuel. Et c'est à ce moment-là que l'on réalise, libérer la parole n'est pas seulement un gain personnel. C'est un acte qui a un impact collectif. À chaque étape de ce voyage, il apparaît clairement que nous n'apprenons pas seulement à mieux communiquer. Nous traversons un processus d'individuation. Nous devenons plus complets. Nous apprenons à reconnaître l'ombre, à intégrer l'erreur, à accepter la vulnérabilité, à transformer le corps en allié, à transformer le silence en son. En fin de compte, nous nous rapprochons du soi, cette instance centrale de la psyché que Jung décrivait comme le noyau de la totalité, le point de rencontre entre la conscience et l'inconscient. Et si chaque mot prononcé avec authenticité est un fragment du soi qui se révèle, alors chaque silence rompu est une victoire spirituelle. C'est la preuve que nous progressons vers notre propre centre. Le simple exercice de se parler à soi-même, d'écouter sa propre voix, de répéter de courtes phrases, n'est pas un simple entraînement. C'est un rituel initiatique d'intégration. C'est la première étape du voyage qui nous mène de la peur à la présence, de la honte à la clarté, de l'ombre à l'individuation. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Car, une fois libérée, la voix doit apprendre à s'écouler en rythme. Elle doit s'harmoniser avec le mouvement de la vie, la cadence de la respiration,
la pulsation archétypale qui nourrit tous les mythes et toutes les histoires. Et c'est précisément à ce stade que surgit le prochain défi, découvrir comment transformer la parole non seulement en son, mais en musique de l'âme. Il existe quelque chose d'invisible qui soutient la parole avant même que les mots ne prennent forme, le rythme. Ce n'est pas un hasard si les grands orateurs de l'histoire sont restés dans les mémoires non seulement pour le contenu de leur discours, mais aussi pour la cadence avec laquelle ils s'exprimaient. La cadence a le pouvoir de fixer les idées dans la mémoire collective, d'apaiser les foules ou de les enflammer, de transmettre le calme ou le désespoir. Jung dirait que le rythme est plus ancien que le langage articulé lui-même. Il est lié au battement du cœur, au cycle de la respiration, à l'alternance entre lumière et obscurité. Avant d'apprendre à parler, nous apprenons à ressentir les intervalles, inspirer et expirer, observer et dormir, vivre et mourir. La parole n'est donc qu'une extension symbolique de ce mouvement primordial. Le problème survient lorsque nous essayons de parler sans reconnaître ce principe fondamental. Si nous parlons trop vite, en nous précipitant, notre interlocuteur ne comprend pas. Si nous parlons sans marquer de pause, notre esprit s'effondre sous le poids de l'excès d'information. C'est comme si nous voulions verser tout l'océan dans un petit verre. Et, inévitablement, le verre se brise. L'angoisse de parler, si courante, provient en partie de cette tentative de contrôler le flux naturel de la parole, de vouloir tout retenir d'un coup, de la peur du silence entre une phrase et la suivante. Mais la pause, qui semble risquée, est en réalité la force. Jung voyait l'inconscient comme un langage fait d'images, de symboles et de silences. Les rêves, par exemple, ne sont pas uniquement composés de récits, mais de vides, de lacunes et d'espaces entre deux scènes. Ces espaces sont aussi importants que les images, car ils permettent à la psyché de respirer. Il en va de même pour la parole. Sans pause, la parole meurt, étouffée. La technique du ping-pong, si simple en apparence, est une métaphore profonde de cette dynamique. On parle, on marque une pause, on respire. On parle à nouveau, on marque une pause à nouveau. Comme une balle qui rebondit, comme un cœur qui bat et se repose. C'est dans cet aller-retour que la parole se transforme en présence vivante. Mais pourquoi avons-nous tant peur de la pause? Pourquoi avons-nous l'impression d'échouer face au silence? Est-ce parce que nous confondons silence et vide? En vérité, dès notre plus jeune âge, on nous apprend à combler chaque espace vide. À l'école, ceux qui restent silencieux paraissent distraits. Au travail, ceux qui tardent à répondre sont perçus comme anxieux. Au quotidien, le silence est interprété comme une faiblesse. Nous apprenons à le craindre comme un abîme. Mais Jung disait que l'abîme est aussi un portail. Le silence entre une phrase et la suivante n'est pas une absence. C'est une présence amplifiée. C'est là qu'agit l'inconscient, c'est là que l'autre traite, c'est là que la parole se transforme en expérience. Le silence est alchimique. Il décante le message, le rendant plus dense, plus pénétrant. Imaginez une conversation où quelqu'un déverse des informations sans interruption. Vous écoutez, mais votre esprit se fatigue. Imaginez maintenant une autre scène, quelqu'un parle, marque une pause, laisse l'air vibrer, vous regarde dans les yeux et continue. À cet instant, la pause ne diminue pas la puissance du discours, elle l'amplifie. Elle crée du suspense, de l'anticipation, une charge symbolique. C'est comme un magicien qui lève la main avant de lancer un dernier sort. Le silence prépare l'espace à la révélation. N'est-il pas curieux de penser que ce que nous craignons le plus, le vide entre les mots, est précisément ce qui leur donne vie? La technique du ping-pong, pratiquée consciemment, n'est pas seulement une astuce pour paraître plus calme. C'est un exercice spirituel. C'est apprendre à vivre avec le vide qui soutient tout. C'est accepter qu'il n'est pas nécessaire de mémoriser tout le discours d'un coup, mais simplement d'en libérer de petits morceaux, comme des graines semées au sol. Chaque phrase courte est une graine. Chaque pause est la terre qui l'accueille. Et, petit à petit, la parole devient un champ fertile, où les idées poussent naturellement. Mais voici un détail encore plus profond, l'autre personne respire aussi avec vous. Parler en rythme crée un champ de synchronie. C'est comme deux personnes marchant côte à côte, au début, leurs pas sont décalés, mais avec le temps, ils trouvent naturellement l'harmonie. Il en va de même avec la parole. Si vous accélérez, l'autre personne se perd. Si vous marquez une pause, l'autre suit. Parler en rythme, c'est plus que s'exprimer, c'est guider le champ psychique commun. Et si chaque fois que votre discours bégayait, ce n'était pas parce que vous ne saviez pas quoi dire, mais parce que vous aviez oublié de respirer avec? Dans les mythes anciens, le souffle était un symbole de l'âme. Dieu souffle dans l'argile pour créer l'homme. Le chaman souffle de la fumée pour guérir. Le vent est la voix des dieux. Oublier de respirer en parlant revient à arracher l'âme à la parole. Elle devient sèche, mécanique, sans vie. La pause restaure le souffle. La pause restaure l'âme.
C'est pourquoi les discours les plus mémorables comportent toujours des moments de silence. Ils semblent suspendre le temps, comme si le monde entier s'arrêtait pour écouter. Ce jeu de pause a aussi une dimension psychologique. Parler sans interruption exprime l'anxiété. Marquer une pause exprime la confiance. C'est comme dire, je ne suis pas pressé. Je sais que ce que je dis a de la valeur. Et je sais que tu as hâte de l'entendre. Cette assurance, même si elle est initialement mise en scène, finit par transformer le psychisme. L'inconscient interprète le geste et réagit. À chaque pause, vous renforcez votre sentiment de contrôle. Avez-vous déjà remarqué comment certains chefs spirituels ou enseignants peuvent dire peu, mais avoir un impact considérable? Ce n'est pas dû à leur vocabulaire élaboré, mais à leur rythme. Ils savent utiliser l'espace entre les mots dans leur discours. Ils comprennent que le silence communique autant que le son. Cette conscience transforme la parole en expérience mystique. Ne serait-ce pas là, après tout, la différence entre l'information et la sagesse? En pratiquant la cadence du ping-pong, vous commencez à ressentir quelque chose d'étrange, votre esprit cesse de courir après votre discours. Normalement, lorsque nous parlons, nous essayons toujours d'anticiper la phrase suivante, comme si nous fuyions un prédateur. Mais avec un rythme mesuré, vous apprenez à être présent à chaque instant. Nul besoin d'anticiper le paragraphe suivant. Il n'y a que la phrase suivante. Cet état de présence est rare. Et c'est précisément dans cet état que la véritable communication se produit. C'est là une révélation inattendue, peut-être que le but d'une bonne parole n'est pas d'impressionner les autres, mais de s'aligner sur cet état de présence. Car c'est dans le présent que réside le soi. Le soi, comme l'a décrit Jung, n'est pas simplement la somme de ce dont nous sommes conscients, mais le centre intégrateur qui soutient l'ensemble. Lorsque nous parlons avec rythme, nous laissons l'espace au soi pour se manifester. La parole cesse d'être simplement rationnelle et devient l'expression de quelque chose de plus profond. Vous êtes-vous déjà demandé si la difficulté de parler en public était en réalité une difficulté d'être présent? La vie moderne nous pousse à la hâte, à l'excès, au besoin constant de remplir le temps de mots. Mais l'âme ne se nourrit pas d'excès. Elle se nourrit de pauses. C'est peut-être pourquoi tant de gens se sentent épuisés lorsqu'ils parlent. Ce n'est pas faute de contenu, mais parce qu'ils ne laissent pas à leur âme l'espace de respirer. La pause est le souffle de l'âme. Et voici un paradoxe intéressant, ce que nous appelons nervosité n'est souvent rien d'autre que l'absence de pause. Le corps réclame de l'air, l'esprit exige le contrôle, et dans le conflit, la parole s'arrête. Mais si, au lieu d'accélérer, vous vous arrêtez, respirez et acceptez le silence, quelque chose change. Ce qui était autrefois perçu comme un échec devient une force. La pause, loin d'être un signe d'insécurité, devient un signe de maîtrise. N'est-il pas ironique que nous passions notre vie à fuir le silence, alors que c'est en lui que réside la clé de la confiance? Chaque personne qui apprend à utiliser le rythme de la parole fait un pas vers sa propre intégration. Car ce rythme n'est pas seulement une technique, c'est un symbole. Il reflète un ordre intérieur. Lorsque vous parlez par courte pause, votre psyché s'organise également. La parole cesse d'être un champ de bataille pour devenir un terrain de danse. Vous ne luttez plus contre les mots, vous dansez avec eux. Et si cette danse était en réalité une forme d'alchimie intérieure? L'alchimie, qui a tant inspiré Jung, n'était pas seulement une quête pour transformer les métaux en or. C'était aussi une carte symbolique de la transformation de l'âme. Et dans la parole, cette transformation se produit lorsque le chaos des pensées s'organise en rythme. Chaque pause est comme une distillation alchimique, elle sépare le pur de l'impur, l'essentiel du superflu. Au final, ce qui reste est de l'or, une parole claire, vivante et transformatrice. Mais cette clarté n'est pas réservée aux autres. Elle est avant tout pour vous. En vous entendant parler en rythme, vous découvrez que vous pouvez vous faire confiance. Vous découvrez qu'il n'est pas nécessaire de mémoriser des paragraphes entiers. Vous découvrez qu'il suffit d'être présent au bloc suivant. Et cette confiance s'étend au-delà de la parole. Elle se propage tout au long de la vie. Avez-vous déjà remarqué à quel point notre façon de parler reflète notre façon de vivre? Si nous parlons avec précipitation, c'est peut-être que nous vivons avec précipitation. Si nous parlons sans pause, c'est peut-être que nous ne savons pas faire de pause dans la vie. Si nous parlons sans rythme, c'est peut-être que nous sommes déconnectés de notre propre corps. La parole est un miroir. Et apprendre à parler en rythme, c'est apprendre à vivre en rythme. C'est renouer avec le pouls de l'existence, les battements du cœur, le cycle de la respiration, le mouvement ancestral qui nous soutient. En fin de compte, la technique du ping-pong ne consiste pas à parler magnifiquement. Il s'agit de redécouvrir le rythme de l'âme. Il s'agit de transformer le silence en présence, la pause en puissance, le rythme en révélation. Il s'agit de découvrir que la voix n'a pas besoin d'être précipitée ou désespérée. Elle peut être calme, posée et profonde.
Et peut-être que la grande question n'est pas « comment mieux parler ?», mais plutôt « qu'est-ce qui vous empêche encore de faire confiance au silence dans votre discours ?» Depuis l'aube de l'humanité, le nombre 3 occupe une place particulière dans la psyché. Il apparaît dans les religions, les mythologies, les contes de fées, les rites de passage, les arts et même dans la façon dont nous organisons nos pensées. Jung disait que les nombres ne sont pas de simples concepts mathématiques, mais des archétypes vivants qui peuplent l'inconscient collectif. Le nombre 3, en particulier, symbolise le mouvement, l'équilibre dynamique et la transition du dualisme à la synthèse. Il n'est ni statique comme le nombre 2, ni absolu comme le nombre 1. Le nombre 3 crée des ponts, de la fluidité et de la narration. C'est pourquoi tant de traditions l'utilisent comme base de leur cosmologie. Lorsque nous examinons l'histoire des religions, nous trouvons le 3 partout. Dans la tradition chrétienne, la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Dans l'hindouisme, la Trimurti, Brahma, Vishnu et Shiva. Dans la mythologie nordique, les 3 nornes tissent le destin. Dans la mythologie grecque, les 3 moires coupant le fil de la vie. Et aussi les 3 grâces, symboles de beauté et de fertilité. Le 3 apparaît comme une structure fondamentale d'ordre et de sens. Mais pourquoi ? Pourquoi pas 2 ou 4 ? Jung affirmait que le 3 résonne car il représente le processus. Il est la naissance, la vie et la mort. Il est le passé, le présent et l'avenir. Il est le début, le milieu et la fin. L'esprit humain se sent en sécurité lorsqu'il perçoit cette triade, car elle reflète la manière même dont nous percevons le temps et l'existence. Au quotidien, sans même nous en rendre compte, nous organisons tout en bloc de 3. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « j'ai 3 choses importantes à dire » et vous vous préparez automatiquement à écouter. Une attente inconsciente s'enflamme. C'est comme si votre psyché vous disait « je peux tenir le rythme. Je peux tenir 3 points. » Au-delà, cela paraît fatigant. En dessous, on se sent incomplet. 3 crée un sentiment d'intégralité suffisante. Mais n'est-il pas curieux de penser que même en science, le 3 apparaît comme une base ? L'ADN, qui stocke l'information de la vie, se lie en codon à 3 bases. La physique classique décrit l'espace en 3 dimensions, hauteur, largeur et profondeur. L'atome, fondement de la matière, était initialement décrit avec 3 particules principales, le proton, le neutron et l'électron. Même les états de la matière les plus connus solides, liquides et gazeux sont organisés en triades. Et dans le récit, le théâtre, le cinéma et la littérature, la structure en 3 actes est la plus couramment utilisée, introduction, conflit et résolution. Est-ce une coïncidence si tout ce qui nous entoure, des mythes aux molécules, insiste pour être structuré par 3 ? Un exemple inattendu nous vient des contes pour enfants. Les contes de fées, que Jung et ses disciples voyaient comme des expressions de l'inconscient collectif, utilisent le chiffre 3 presque systématiquement. Les 3 petits cochons, les 3 épreuves d'Hercule, les 3 sœurs sont omniprésents dans de nombreux récits. Le héros gagne rarement du premier coup, échoue au deuxième, mais réussit au troisième. Ce schéma n'est pas un simple procédé littéraire. Il correspond au cheminement psychologique de l'être humain. Le premier essai représente la naïveté, le deuxième, la lutte consciente, et le troisième, l'intégration. L'inconscient reconnaît cette cadence et l'intériorise. C'est pourquoi nous éprouvons de la satisfaction à entendre une histoire qui se conclut en 3 étapes. Il existe des récits curieux sur la façon dont le nombre 3 se manifeste dans des contextes improbables. Une étude sur la mémorisation menée par des psychologues cognitivistes a révélé que les individus se souviennent plus facilement des listes de 3 éléments que des listes plus longues. Qu'il s'agisse de chiffres, de mots ou d'images, le groupe de 3 se démarque toujours. On dirait que le cerveau est naturellement accordé à cette fréquence. Cette découverte peut paraître anodine, mais elle confirme ce que les traditions spirituelles savent depuis des siècles, un pouvoir archétypal est activé dans la triade. Et si cette attirance pour le chiffre 3 était plus qu'une simple habitude culturelle ? Et si elle était profondément ancrée dans l'inconscient collectif ? Pensez à votre quotidien. Combien de fois vous êtes-vous senti plus à l'aise en organisant vos idées en 3 points ? Lors de la préparation d'une présentation, il est courant de choisir 3 arguments convaincants. Lorsqu'on donne un conseil, on dit « j'ai 3 choses à partager avec vous ». Même dans la comédie, les scénaristes savent que la « règle de 3 » est plus drôle, car le public s'attend à une pause au 3e point. Ce schéma, répété dans différents domaines, révèle que le chiffre 3 est plus qu'une convention. C'est une sorte de code universel. D'un point de vue jungien, chaque nombre est porteur d'une valeur symbolique. Le 1 représente l'unité, mais aussi l'isolement. Le 2 est la dualité, l'opposition, la tension. Le 3 est le mouvement, la réconciliation. C'est comme si le conflit du 2 se résolvait dans le 3e élément. Jung disait que le symbole du 3 évoque toujours la transformation,
car en lui, ce qui stagnait devient un processus. Le 3 est le symbole du passage. Avez-vous déjà remarqué combien de nos expériences les plus mémorables se produisent en triade? Regardez votre propre vie. Un enfant apprend quelque chose de nouveau, affronte des difficultés et les surmonte. Il y a 3 phases. Une relation née avec passion, traverse une crise et trouve ou non son équilibre. 3 moments. Même le cycle d'une journée est divisé en matinée, après-midi et nuit. Nous vivons immergés dans des triades sans nous en rendre compte. C'est peut-être pourquoi, lorsque nous entendons quelqu'un structurer son discours en 3 points, nous ressentons une étrange familiarité, comme si nous connaissions déjà le chemin. Mais il reste un aspect spirituel à prendre en compte. Dans de nombreuses traditions mystiques, le nombre 3 est considéré comme une porte vers la plénitude. L'hermétisme mentionne l'axiome « tout est triple ». Dans le tarot, le nombre arcanique 3 représente l'impératrice, symbole de fertilité, de création et d'expansion. Les alchimistes recherchaient 3 éléments fondamentaux, le soufre, le mercure et le sel. Pour Jung, ces symboles n'étaient pas de simples fantasmes. Ils représentaient la psyché tentant de décrire son propre processus d'intégration. Le nombre 3 représente le moment où la psyché cesse de se diviser en opposés irréconciliables et trouve une 3e voie. N'est-il pas fascinant d'imaginer que, lorsque vous utilisez la règle de 3 dans le discours, vous n'organisez pas seulement des mots, mais évoquez un archétype ancien qui structure notre perception de la réalité? Les événements improbables renforcent ce mystère. Dans plusieurs cultures autochtones, les rites de passage comportent 3 étapes, séparation, transition et réintégration. Dans certaines tribus, le jeune est emmené dans la forêt, subit 3 épreuves, puis réintègre la communauté à l'âge adulte. Ce schéma se retrouve également dans des sociétés qui n'ont jamais eu de contact entre elles. Comment l'expliquer? La psyché humaine, partout, semble concevoir des rites en 3 étapes. Cela montre que ce triple n'est pas une invention arbitraire, mais l'expression d'un universel. Il est intéressant de noter que même dans les expériences de mort imminente rapportées par des personnes du monde entier, une structure triple émerge, d'abord, la séparation d'avec le corps, puis le passage par un tunnel ou un chemin, et enfin, l'arrivée à une lumière ou une présence. 3 étapes répétées, comme si l'esprit, même confronté aux limites de la vie, organisait son récit selon ce schéma. Pourquoi la psyché insiste-t-elle pour toujours raconter son histoire en 3 temps? En appliquant cette logique à la prise de parole en public, nous en percevons immédiatement la puissance. En disant « j'ai 3 points à partager », on suscite inconsciemment l'attente d'une compréhension complète. L'auditeur se détend, car il sent qu'il peut suivre. Il sait qu'il y aura un début, un milieu et une fin. L'attention est maintenue car l'esprit crée une liste de contrôle naturel. C'est comme regarder un film suivant la structure classique en 3 actes, introduction, développement et conclusion. Ce modèle est non seulement agréable, mais il satisfait aussi un besoin archétypal. Mais voici un détail inattendu. En utilisant le chiffre 3 à l'oral, ce n'est pas seulement l'autre qui s'organise. Vous vous organisez aussi. Votre esprit cesse de vagabonder dans le chaos des idées et trouve la clarté. Vous sentez que vous pouvez guider le récit avec confiance, car vous connaissez le chemin. Et cette confiance se répercute sur votre discours. Plus il est structuré, plus il est sûr de lui. Plus il est sûr de lui, plus il est clair. C'est un cercle vertueux. Avez-vous déjà expérimenté la différence entre parler de manière dispersée et parler en 3 points clairs? Ceux qui appliquent cette règle constatent rapidement un changement dans la façon dont ils sont perçus. C'est non seulement plus facile pour l'auditoire, mais aussi pour l'orateur. Car l'esprit a besoin de structure. Et le chiffre 3 apporte cette structure presque magiquement. Il n'est pas exagéré de dire que ce petit changement peut transformer radicalement la perception d'une personne. Mais il y a quelque chose d'encore plus mystérieux. Le chiffre 3 apparaît également dans les processus de guérison psychologique. Jung a observé que de nombreux rêves comportaient des triades symboliques, 3 animaux, 3 portes, 3 chemins. Chacune représentait une étape du processus d'intégration. En analysant ces rêves, il a réalisé que le patient ne rêvait pas seulement de chiffres, mais décrivait inconsciemment sa propre progression. L'inconscient choisissait le chiffre 3 comme mesure de la transformation. Cela nous amène à une question troublante. Et si chaque fois que nous utilisions le chiffre 3 dans notre discours, nous nous connexions à ce même modèle inconscient de transformation? Réfléchissez Y. Parler en 3 points ne consiste pas seulement à faciliter la compréhension. Il s'agit d'aligner son discours sur un processus archétypal déjà présent chez l'autre. C'est comme jouer une note qui vibre déjà dans la psyché collective. Cette harmonisation a un impact, car elle réveille quelque chose qui sommeillait déjà. L'autre ne se contente pas de l'entendre, il résonne. Et c'est peut-être là la véritable magie de la communication. Ne pas convaincre par la force,
ne pas impressionner par l'excès, mais résonner dans le subconscient de l'autre. Et 3, plus que tout autre chiffre, est la clé de cette résonance. Il transforme la parole en quelque chose non seulement compris, mais ressenti. En repensant à votre vie, combien de moments importants pourraient être décrits en 3 étapes? Combien de vos histoires suivent ce rythme invisible? Combien de fois ne vous êtes-vous senti accompli qu'après la 3e tentative? Au final, peut-être n'en choisissons-nous pas 3. Peut-être que ce sont 3 qui nous choisissent. C'est inscrit dans notre façon de penser, de ressentir et de nous souvenir. C'est dans le cœur qui bat en 3 temps musicaux, c'est dans les histoires que nous racontons, c'est dans les plus anciens symboles de l'humanité. Et quand nous parlons de 3 points, nous suivons simplement la mélodie qui existe déjà. Alors, la prochaine fois que vous voudrez que votre discours soit clair, mémorable et percutant, rappelez-vous, ce n'est pas seulement une question de technique, c'est une question d'archétype. La règle de 3 est plus qu'une structure, c'est son essence. Et la vraie question n'est peut-être pas, comment appliquer la règle de 3, mais plutôt, qu'est-ce qui, en vous, résiste encore à se mettre au rythme naturel de 3? Il arrive un moment où tout effort pour débloquer la parole, pour trouver rythme et clarté, se heurte à un obstacle invisible, le masque que nous portons. Jung l'appelait la persona. Initialement, la persona n'est pas un ennemi. Elle est nécessaire, car sans elle, nous ne survivrions pas en société. C'est le visage social que nous montrons au monde, le revêtement psychique qui nous permet de circuler parmi les groupes et d'être acceptés. C'est le personnage que nous incarnons au travail, le rôle que nous jouons dans notre famille, l'image que nous projetons à nos amis. La persona est une adaptation. Mais lorsque nous oublions que ce n'est qu'un masque et que nous commençons à croire qu'il s'agit de notre identité, quelque chose se brise. Et cette rupture se manifeste souvent dans la parole. Combien de fois avez-vous essayé de parler avec plus de sophistication, en choisissant des mots sophistiqués que vous n'utiliseriez jamais naturellement, juste pour paraître intelligent? Combien de fois avez-vous ajusté votre ton de voix pour paraître plus sûr de vous, tout en tremblant intérieurement? Combien de fois avez-vous répété des gestes, des expressions, voire des sourires, pour que votre présence soit perçue comme confiante? Cet effort, en un sens, est une tentative de protection de la persona. Elle pense, si je ne montre que ma version idéalisée, personne ne pourra me juger. Mais en pratique, c'est l'inverse qui se produit. Plus je suis masqué, moins je suis connecté. Et le public le ressent. La persona est une promesse de sécurité qui, le plus souvent, se transforme en prison. Car, à force de vouloir maintenir un personnage, le discours perd de sa vitalité. Il paraît artificiel, lourd, sans âme. L'autre personne réalise, bien qu'inconsciemment, qu'il n'a pas affaire à quelqu'un d'authentique, mais à une mise en scène. Et c'est à ce moment-là que la peur grandit. Car le masque exige des efforts. À chaque phrase, à chaque geste, on s'inquiète de maintenir la façade. Et au milieu de cette préoccupation, on oublie d'être présent. On oublie de se connecter. La persona, censée protéger, se sabote elle-même. N'est-il pas étrange que plus nous essayons de paraître forts, plus nous nous sentons fragiles à l'intérieur? La tension entre la persona et le soi est inévitable. Le soi, que Jung décrivait comme le noyau central de la psyché, exige l'authenticité. Il exige que la parole soit une expression vraie. Mais la persona, craignant le rejet, insiste pour contrôler. Un conflit surgit, d'un côté, l'âme veut se montrer, de l'autre, le masque veut se cacher. Ce conflit se produit chaque fois que nous ouvrons la bouche devant un public. Et le corps le ressent. La voix vacille, le visage se durcit, le cœur s'emballe. Ce n'est pas seulement de l'anxiété. C'est une lutte intérieure. Les témoignages des patients de Jung révèlent à quel point la persona peut devenir étouffante. Un homme d'affaires, par exemple, a raconté qu'en réunion, il parlait avec conviction, mais qu'à son retour, il se sentait vide, incertain de sa véritable identité. Il maîtrisait parfaitement son discours, mais ne percevait aucune vérité dans ses paroles. En analyse, il a réalisé qu'il s'était complètement identifié à sa persona exécutive. Son discours n'était pas le sien, mais celui du masque. Il n'était pas présent. Il jouait la comédie. Et cette prise de conscience l'a profondément bouleversé. Car lorsque nous prenons conscience que notre voix a été détournée par le masque, nous avons l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois vous avez dit quelque chose non pas pour vous exprimer, mais simplement pour maintenir une image? Le plus curieux, c'est que le public préfère presque toujours l'inverse. On ne s'enchante pas d'un masque parfait, mais des moments où il s'affaiblit. Une réplique hésitante mais sincère peut créer plus de connexion qu'une interprétation impeccable. Une pause sincère, où l'émotion transparaît, peut toucher plus profondément que des phrases apprises par cœur. Car, au fond, nous reconnaissons tous la fausseté de la persona. C'est parfois nécessaire,
mais nous aspirons tous à la vérité. Et lorsque quelqu'un ose parler du soi, aussi imparfait soit-il, un courant invisible se crée. L'auditeur se sent perçu, car il voit devant lui non pas un personnage, mais une personne. Mais si c'est le cas, pourquoi continuons-nous à insister pour porter des masques? Parce que la peur du rejet est plus forte que le courage d'être vrai. La persona nous donne l'illusion du contrôle. Elle nous convainc qu'en ne montrant que notre côté raffiné, nous éviterons le jugement. Mais ce contrôle a un prix. Il engendre anxiété, fatigue et déconnexion. Et, paradoxalement, à vouloir plaire à tout le monde, on finit par repousser tout le monde. Car personne ne se connecte avec un masque. On se connecte avec l'être humain qui se cache derrière. Ce point apporte un tournant inattendu. Souvent, ce que l'on appelle la peur de parler en public n'est pas la peur du discours lui-même. C'est la peur de perdre sa persona. C'est la peur que les autres voient nos défauts, nos peurs, nos imperfections. C'est la peur d'être vu tel que nous sommes vraiment. C'est pourquoi notre voix faiblit. C'est pourquoi notre esprit se fige. Car au fond, nous ne cherchons pas seulement à parler. Nous essayons de maintenir un masque trop lourd. Et si le problème n'était pas un manque de technique, mais un excès de caractère? En réalisant cela, beaucoup de gens ressentent un soulagement quasi immédiat. Parce qu'ils comprennent qu'ils n'ont plus besoin de faire semblant. Ils peuvent parler comme à un ami. Ils peuvent utiliser des mots simples. Ils peuvent rire d'eux-mêmes. Ils peuvent même faire des erreurs, car elles ne détruisent pas le lien, au contraire, elles le renforcent. L'autre personne s'identifie davantage à quelqu'un d'humain qu'à quelqu'un qui prétend être parfait. Et c'est à ce moment-là que la parole prend vie. Jung disait que la persona, une fois intégrée, ne disparaît pas, mais devient flexible. Elle cesse d'être une prison et devient un instrument. Vous pouvez l'utiliser quand c'est nécessaire au travail, dans des contextes formels, mais vous savez qu'elle n'est pas vous. Vous savez que sous elle se cache quelque chose de plus profond. Cette prise de conscience est libératrice. Car lorsque vous savez que la persona n'est qu'un masque, vous pouvez choisir quand l'utiliser et quand la laisser partir. Et la parole s'exprime alors avec authenticité. Mais ici se pose une question dérangeante, avez-vous le courage de laisser tomber votre masque devant les autres? La réponse n'est pas simple. Car se libérer de sa persona implique de traverser la honte, la peur et le risque réel de ne pas être accepté. Et cela fait mal. C'est un processus de mort symbolique. C'est comme se déshabiller devant des inconnus. Mais c'est aussi le seul moyen de trouver sa vraie voix. Car une voix authentique ne peut naître derrière un masque. Elle n'émerge que dans la rencontre brutale avec la vulnérabilité. Imaginez quelqu'un sur scène, devant des centaines de personnes. Il commence avec un texte répété, un ton ferme et un sourire calculé. Mais soudain, il oublie un mot, perdant le fil de ses pensées. Le silence pèse. Au lieu d'essayer de le cacher, il avoue, j'étais nerveux, et j'ai perdu la tête. Le public rit, se rapproche et se détend. L'erreur, qui aurait pu être perçue comme une faiblesse, se transforme en connexion. Car à cet instant, la persona s'est effondrée et le soi a parlé. Ce genre de moment est inoubliable. N'est-il pas ironique que nous essayons tant d'éviter les erreurs, alors que c'est précisément grâce aux erreurs que nous nous rapprochons des autres? Un discours authentique n'exige pas la perfection. Il exige de la présence. Et la présence n'existe que lorsque nous nous autorisons à être qui nous sommes, et non qui nous voudrions que les autres voient. Lorsque vous parlez comme à un ami, lorsque vous baissez la garde, lorsque vous vous connectez à votre propre rythme intérieur, votre voix se transforme. Ce n'est pas seulement un son. C'est une énergie vivante. C'est la psyché manifestée dans sa forme la plus pure. Ce processus, cependant, n'est pas linéaire. Souvent, après avoir expérimenté la liberté de parler sans masque, on peut être tenté de la cacher à nouveau. La persona est séduisante. Elle offre du réconfort, même si elle est fausse. Mais chaque fois qu'on ose être vrai, le soi gagne de l'espace. Et plus le soi occupe d'espace, plus il devient facile de parler clairement. Mais êtes-vous prêt à abandonner l'illusion de la persona en échange de la force du soi? C'est le carrefour auquel nous sommes tous confrontés. Le choix entre vivre en jouant des rôles ou exprimer notre vérité intérieure. Entre garder le masque ou risquer l'authenticité. C'est un choix difficile, mais aussi le plus transformateur. Car choisir la vérité, c'est découvrir quelque chose de surprenant. Le public non seulement l'accepte, mais l'adopte. Car nous menons tous le même combat. Nous connaissons tout le poids de la persona. Et nous aspirons tous à ce que quelqu'un nous montre qu'il est possible de vivre sans elle. Au final, la persona n'est pas l'ennemi. Elle fait partie du processus. Elle nous a protégés lorsque nous étions trop fragiles pour affronter le monde de front. Mais vient un moment où il faut être reconnaissant et la laisser aller. Car on ne peut pas vivre entièrement masqué. La parole ne peut être éternellement contrôlée par un personnage. L'authenticité ne peut pas attendre éternellement.
Et c'est à ce stade que nous approchons de la conclusion de ce voyage. Car, en intégrant l'ombre, en libérant la parole, en apprenant le rythme et en reconnaissant le pouvoir du 3, nous atteignons la limite ultime, parler non pas pour soutenir la persona, mais pour révéler le soi. C'est cette révélation qui donne sens à tout ce qui a été dit jusqu'ici. C'est elle qui transforme la parole en chemin d'individuation. Et voici la question qui ouvre la porte au dénouement: si vous deviez retirer tous vos masques maintenant, si vous deviez parler devant le monde sans aucune persona, quelle voix émergerait? Nous avons atteint la fin de ce voyage, et pourtant, ce n'est que le début. Tout ce que vous avez entendu jusqu'ici n'était ni de la théorie ni de la psychologie. C'était une invitation. Une invitation à regarder en vous-même et à réaliser que votre difficulté à parler, à vous exposer, à vous faire entendre n'était jamais qu'un trait de personnalité. C'était toujours un miroir. Un miroir qui reflétait le plus vieux combat de l'âme humaine, la peur d'être vue dans sa totalité. La peur de montrer sa fragilité et d'être rejeté. La peur de tomber le masque et d'être jugé. La peur de révéler une voix qui pourrait ne pas être à la hauteur des attentes des autres. Mais vous savez maintenant que cette peur n'est ni un échec, ni une maladie, ni une condamnation. C'est simplement l'ombre qui exige reconnaissance. L'ombre n'est pas un ennemi. Elle n'est pas contre vous. Elle protège les parties de votre âme qui n'ont pas encore appris à se montrer. Et chaque fois que votre voix tremble, chaque fois que votre gorge se serre, chaque fois que votre cœur s'emballe avant de parler, c'est l'ombre qui vous dit: regardez-moi. Je fais partie de vous aussi. L'erreur que beaucoup commettent est de vouloir faire taire l'ombre, de la combattre, de faire comme si elle n'existait pas. Mais Jung nous a enseigné qu'il n'y a pas d'intégration sans acceptation. Et la première étape est simple, mais puissante: la prochaine fois que vous aurez peur de parler, ne la fuyez pas, reconnaissez-la. Respirez profondément et dites-vous: cette peur fait partie de moi. Et je n'ai pas besoin de la cacher. Je peux la porter avec moi. La peur ne disparaît pas, mais elle perd son pouvoir paralysant. Nul besoin d'attendre d'être sans peur pour parler. Il suffit de parler, même quand on a peur. La deuxième étape consiste à faire de la parole une habitude, et non une menace. Cela implique de créer des moments d'écoute sécurisants. Prenez n'importe quel texte et lisez-le à voix haute chaque jour pendant 5 minutes. Cela peut paraître court, mais l'enjeu n'est pas la lecture en elle-même, mais le message à l'inconscient: parler est sans danger. Le cerveau, conditionné pendant des années à croire que s'exprimer est risqué, commence à se reprogrammer. Petit à petit, votre parole cesse d'être un champ de bataille pour devenir un territoire familier. Et plus elle est familière, moins elle est menaçante. Cet exercice simple, presque enfantin, est en réalité un rituel symbolique d'individuation. Car en s'écoutant, on se reconnaît. La troisième étape consiste à apprendre à faire confiance au rythme. La technique du ping-pong n'est pas seulement un conseil pratique, mais aussi un moyen de s'aligner sur le flux de la vie. Parler par courtes pauses, entrecoupées de pauses, permet au souffle de s'immiscer dans le discours, au silence de devenir un allié et à l'esprit d'éviter de tout porter d'un coup. C'est être présent. Et la présence est peut-être le plus grand secret de la communication. Parler rythmiquement ne transmet pas seulement des idées. On transmet un état. Et l'autre personne, sans s'en rendre compte, entre dans cet état avec vous. Le rythme structure non seulement votre discours, mais aussi votre psychisme. C'est une façon de dire à l'inconscient: je n'ai pas besoin de me précipiter. Je peux faire confiance. La quatrième étape consiste à structurer votre discours en 3 points. Cette pratique, apparemment banale, éveille un sentiment de plénitude chez l'auditeur comme chez l'orateur. Le chiffre 3 est un archétype, un code de l'inconscient collectif. Lorsque vous dites « j'ai 3 choses importantes à partager », votre interlocuteur s'ouvre immédiatement, car il sent qu'il peut vous suivre. Mais plus encore, vous vous apaisez, car vous savez que vous avez une carte. Premier, deuxième, troisième. C'est clair, simple, universel. La règle de 3 est bien plus qu'un simple exercice oratoire. C'est une harmonisation avec la façon dont l'âme organise ses propres histoires. La 5e étape consiste à se libérer de la persona. C'est peut-être la plus difficile, car la persona a été votre allié pendant si longtemps. Elle vous a apporté la sécurité dans les moments où vous ne saviez pas comment vous montrer. Mais il est temps de la laisser partir. Il ne s'agit pas de l'abandonner complètement, mais d'apprendre à ne plus dépendre d'elle. Car la parole authentique naît lorsque vous parlez comme vous le feriez à un ami. Sans masque, sans artifice, sans l'obsession de paraître intelligent, parfait ou inébranlable. La parole qui touche naît de la simplicité. Et la simplicité, c'est le courage. Le courage d'être vu tel que l'on est. Bien sûr, ce chemin n'est pas facile. Vous pourriez ressentir une certaine résistance. Vous pourriez penser que vous n'y arriverez pas. Vous pourriez penser qu'il est plus sûr de garder le silence, de rester masqué. Mais demandez-vous,
Combien d'occasions avez-vous manqué en ne vous exprimant pas? Combien de fois êtes-vous resté silencieux alors que vous auriez pu vous exprimer? Combien de vos idées ont été étouffées, n'ayant jamais vu le jour? Et n'est-il pas temps de changer cela? Imaginez un instant si vous aviez commencé à appliquer ces étapes il y a un an. Où en seriez-vous aujourd'hui? Combien de conversations auriez-vous menées avec plus d'assurance? Combien de portes se seraient ouvertes? Combien de liens auraient pu naître? Le temps passé est irréversible. Mais le temps à venir peut encore être façonné. Et le choix commence aujourd'hui. Il ne s'agit pas de devenir un grand orateur du jour au lendemain. Il ne s'agit pas de parler sans crainte en toute situation. Il s'agit de commencer petit. Lire à voix haute 5 minutes par jour. Respirer avant la première phrase. Organiser une pensée en 3 points. S'accorder des pauses. Parler simplement. Ces petits gestes, répétés, deviennent des habitudes. Et l'habitude devient une identité. L'identité de quelqu'un qui n'hésite pas à s'exprimer. Mais voici le point le plus important, en trouvant votre voix, vous ne transformez pas seulement votre communication. Vous transformez votre vie. Car notre façon de parler reflète notre façon d'être. Ceux qui parlent avec précipitation vivent avec précipitation. Ceux qui parlent sans relâche vivent sans relâche. Ceux qui parlent avec peur vivent avec peur. Apprendre à parler avec rythme, présence et clarté, c'est aussi apprendre à vivre avec rythme, présence et clarté. La parole n'est pas seulement une expression. C'est un miroir. Pensez au nombre de fois où vous avez admiré quelqu'un, non pas pour ce qu'il disait, mais pour la manière dont il le disait. Son calme, sa confiance, sa clarté, sa simplicité. Cet état n'est pas réservé à quelques-uns. Il est accessible à tous ceux qui osent transcender la peur, intégrer l'ombre, reconnaître la persona et parler depuis le soi. Le soi est le centre de votre psyché, le noyau de la totalité qui intègre le conscient et l'inconscient. Lorsque vous parlez depuis le soi, votre voix porte ce qu'aucune technique n'enseigne, l'authenticité. Et l'authenticité est irrésistible. Mais peut-être vous demandez-vous encore, est-ce que je peux y arriver? La réponse n'est pas en moi, elle est en vous. Vous avez déjà fait le premier pas en venant ici, en écoutant, en réfléchissant. La prochaine étape est d'agir. Demain, ou même aujourd'hui, choisissez un texte, lisez-le à voix haute, entraînez-vous à faire des pauses, structurez-le en 3 points, parlez simplement. N'attendez pas le moment idéal. Il n'arrivera jamais. Le moment est venu. Et n'oubliez pas, la transformation ne se produit pas d'un coup. C'est un processus. Un processus d'individuation. Chaque mot prononcé est un fragment de l'ombre intégrée. Chaque pause est un geste de confiance. Chaque simple parole est un fragment de la persona qui se dissout. Chaque expérience est un pas vers le soi. À chaque tentative, non seulement vous améliorez votre élocution, mais vous devenez plus complet. En fin de compte, il ne s'agit pas seulement de communication. Il s'agit de vie. Il s'agit du courage d'exister pleinement. Il s'agit d'oser occuper l'espace avec sa voix. Car votre voix n'est pas seulement la vôtre. C'est aussi celle de tous ceux qui, au fil du temps, ont été réduits au silence. C'est une question de continuité, d'héritage, de legs. Ne la laissez pas se perdre dans le silence. Et maintenant, à vous de choisir. Vous pouvez fermer cette vidéo et continuer comme toujours, en gardant le silence quand c'est le plus important, en vous retenant quand vous souhaitez vous exprimer, en vivant prisonnier d'un masque. Ou vous pouvez décider qu'aujourd'hui est le jour où votre voix renaît. Aujourd'hui est le jour où vous faites le premier pas, petit mais vrai, vers l'authenticité. Si ce contenu vous a interpellé, si vous vous êtes reconnu ici, je vous invite à faire quelque chose de simple dès maintenant. Aimez cette vidéo. Cela montre que ce message vous est parvenu. Commentez, même anonymement, car votre voix compte, et même dans le silence de l'anonymat, c'est un geste de participation. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Car ce voyage ne s'arrête pas là. Il y a encore beaucoup à explorer, beaucoup à intégrer, beaucoup à découvrir en vous-même. Ta voix est ton chemin. La peur ne disparaîtra pas, mais tu peux la suivre. Le masque ne disparaîtra pas, mais tu peux le mettre de côté quand tu veux. Le silence ne cessera pas, mais tu peux le transformer en une pause pleine de présence. Et au final, il ne restera pas seulement quelqu'un qui parle bien, mais quelqu'un qui vit bien. Et c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Je vous laisse maintenant avec une dernière question, à laquelle il ne faut pas répondre à voix haute, mais qui résonne en vous. Si aujourd'hui était le premier jour où vous parliez sans masque, sans peur, sans silence forcé, que dirait votre voix au monde ?